Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. De nombreux médias internationaux suspendent leurs activités en Russie. RSF annonce l'ouverture d'un centre en Ukraine pour permettre aux journalistes de travailler en sécurité. Et puis dans ce même contexte, Arte propose un nouveau rendez-vous quotidien pour décrypter l'actualité à travers le prisme de la géographie et de l'histoire. On en parlera avec Émilie Aubry. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Alors il y avait assez peu de monde devant la télé hier soir. Aucune chaîne n'a dépassé les 3 millions de téléspectateurs, ce qui est assez rare pour être souligné. En première place, c'était France 2 avec Mon chien stupide. La comédie de Yvan Attal a rassemblé 2 747 000 téléspectateurs. C'est 14% de part d'audience. En deuxième place, TF1 avec Batman vs Superman, l'aube de la justice. 2 594 000 téléspectateurs, c'est 15,6% de part d'audience. Et puis M6, c'était la troisième chaîne de la soirée avec Zone interdite sur l'Alzheimer dont on vous parlait vendredi. Un plutôt bon score, 2 214 000 téléspectateurs, c'est 12% de part d'audience. Yvan Attal, je retiens ça, a battu Superman. Et comme chaque lundi, on revient sur les audiences du week-end. Quelle chaîne arrivait en tête vendredi soir d'abord? Vendredi, TF1, très large leader avec Les Enfoirés, 7 968 000 Français ont regardé ce concert au profit des Restos du Cœur. Un beau score, c'est même les meilleures audiences de l'année 2022 en dehors des allocutions d'Emmanuel Macron. Mais Les Enfoirés ont attiré beaucoup moins de monde que les années précédentes. Loin derrière, vendredi, c'était France 2 qui est en deuxième place avec une rediffusion d'un épisode de la série policière. Le crime lui va si bien, 2 946 000 téléspectateurs. Et puis M6 fermait la marche du podium avec Stéphane Plaza et son émission Maison à vendre qui a réuni 1 240 000 téléspectateurs. Et samedi soir? Eh bien encore une fois, TF1 était leader avec The Voice et ses 4 423 000 téléspectateurs. C'est un peu moins que la semaine dernière, mais la chaîne était loin devant France 3, deuxième de la soirée avec Les Ondes du souvenir. 3 350 000 Français ont regardé ce téléfilm avec Gaël Bonnard. Et puis une surprise, France 5 a battu France 2 samedi soir. L'émission Échappée belle qui nous emmenait cette fois dans le Cantal a été regardée par 1 550 000 Français. C'est la meilleure audience de cette émission pour cette saison. C'était 80 000 téléspectateurs de plus que France 2 et son show Eurovision, c'est vous qui décidez, présenté par Laurence Boccolini et Stéphane Bern. Seuls 1 470 000 Français ont regardé cette émission qui a donc placé France 2 en 4e place. Europe 1 Culture Média. Et on ouvre ce journal avec la Russie. De nombreux médias internationaux décident de suspendre leurs activités dans ce pays où l'information est de plus en plus censurée. Le mot est faible. Et oui, on en parlait vendredi. Une nouvelle loi de Vladimir Poutine prévoit jusqu'à 15 ans de prison pour les journalistes qui propageraient des informations visant à, je cite, discréditer les forces militaires. Alors face à ces menaces, plusieurs pays ont décidé d'agir. Les chaînes de télévision publiques allemandes et italiennes ARD, ZDF et la RAI ont annoncé la suspension temporaire de leur couverture depuis Moscou, le temps d'examiner les conséquences de cette nouvelle loi. L'objectif est aussi bien sûr de protéger les journalistes sur place. En Espagne, la première agence de presse hispanophone au monde, EFE, ainsi que le journal El País ont également annoncé samedi suspendre leurs activités en Russie. Même décision du côté de l'Angleterre et des États-Unis. L'agence Bloomberg News et les chaînes d'information CNN, CBS, ABC News et la BBC ont également suspendu la diffusion de leurs programmes dans le pays de Vladimir Poutine. De son côté, Radio France, qui compte 7 chaînes d'information nationales, dont France Info et France Inter, a indiqué attendre une expertise juridique pour décider de suspendre ou non la correspondance de ces journalistes en Russie. Et d'autres médias comme le Washington Post ou l'agence de presse Reuters souhaitent également jauger l'évolution des choses avant de suspendre leurs activités en Russie. Et alors, quelles décisions sont prises du côté des réseaux sociaux? Eh bien, la semaine dernière, ce n'est pas les réseaux sociaux qui ont pris cette décision, mais les autorités russes qui ont bloqué Facebook et restreint l'accès à Twitter dans le pays. Et hier, le réseau social TikTok a devancé les autorités en annonçant qu'il suspendait la possibilité de poster de nouvelles vidéos sur sa plateforme en Russie. Pour le moment, TikTok maintient tout de même son service de messagerie et cette décision concerne tout de même près de 25 millions d'utilisateurs russes. Et dans ce même contexte de guerre, RSF, Reporters sans frontières, annonce l'ouverture d'un centre en Ukraine à destination des journalistes. Et oui, un centre pour la liberté de la presse qui offrira un lieu de travail et de protection aux journalistes qui couvrent l'invasion du pays par la Russie. Ce centre devrait ouvrir mercredi dans la ville de Lviv en Ukraine. Avec son partenaire local l'IMI, l'Institute for Mass Information, RSF distribuera des équipements de protection comme des casques et gilets pare-balles qui manquent de plus en plus aujourd'hui aux journalistes sur place. RSF a annoncé que ce lieu serait également un centre de ressources pour les journalistes en quête d'assistance financière ou psychologique. Concrètement, les journalistes étrangers pourront y travailler de 8h à 20h avec une connexion Internet,
une capacité de retransmission en direct et un abri en cas d'attaque. Alors, dans le communiqué qui annonce la création de ce centre, le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, a appelé, je cite, les donateurs internationaux et les organes de presse à se rapprocher de RSF pour faire parvenir les fonds et le matériel nécessaires dans les jours à venir. Fin de citation. Un abri en cas d'attaque. Je rebondis sur cette phrase. Toujours dans ce contexte de guerre en Ukraine, la chaîne Arte crée un nouveau rendez-vous quotidien pour décrypter l'actualité à travers l'histoire et la géographie. Oui, vous connaissez peut-être déjà le magazine géopolitique d'Arte, le Dessous des cartes, diffusé tous les samedis à 19h30. Eh bien, à partir de ce soir, la journaliste et présentatrice Émilie Aubry propose une déclinaison quotidienne de son émission, 2 minutes 30, pour revenir sur l'actualité du jour en Ukraine à travers le prisme de la géostratégie et des frontières. Elle nous explique pourquoi ce nouveau format quotidien était nécessaire aujourd'hui. Comme on a le sentiment qu'on est vraiment en train de changer d'époque et qu'il est fini le temps où l'on ne parlait seulement que de guerres virtuelles numériques pour revenir véritablement à des guerres où on va s'interroger aux notions de frontières, où la géographie, la géostratégie vont reprendre toute leur place, on s'est dit qu'il était vraiment dommage de ne pas utiliser davantage notre stock de cartes animées qui évidemment est colossal depuis des années maintenant sur Arte. Donc on s'est dit qu'en fonction de l'actualité du jour, on allait utiliser ce stock pour aller zoomer en quelques minutes sur l'un des enjeux que soulève cette crise historique en Ukraine déclenchée par l'offensive russe. L'objectif de ce zoom quotidien du Dessous des cartes, éclairer l'actualité en revenant aux fondamentaux historiques et géographiques à travers des photos et des cartes. Émilie Aubry. Par exemple, on pourra partir d'une photo de ce qui est en train de se passer à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Vous savez que ces deux pays partagent plus de 500 km de frontières communes. On montrera la photo de l'un de ces postes frontières avec des situations absolument dramatiques. Et ensuite, on vous racontera pourquoi, géographiquement, historiquement, les Polonais sont à ce point sensibles à la situation de leurs voisins ukrainiens. Parce que eux aussi, les Polonais, ont une géographie qui les a exposés aux invasions et qui a fait que la Pologne a disparu à 2 reprises de la carte dans son histoire. Le Dessous des cartes, l'essentiel. Ce nouveau format court est à retrouver du lundi au vendredi et dès ce soir sur Arte à 20h50. Ça nous fait sourire à chaque fois. On termine ce journal sur une note plus légère. On connaît désormais le groupe qui va représenter la France à l'Eurovision. C'est la musique du générique cette année. Il s'appelle Alexis Morvan, Stérène Le Guillou, Marine Lavigne et Stérène Diridolou. Oh là là. Un homme et 3 femmes. Ils sont bretons, comme vous pouvez l'entendre. Ils ne se connaissent que depuis quelques mois, mais ensemble ils forment le groupe Alvan et Avez. Et c'est eux qui succèdent à Barbara Pravi pour représenter la France à l'Eurovision. Samedi soir sur France 2, le groupe a séduit les téléspectateurs et le jury, composé notamment de Nicoletta et de Joyce Jonathan, grâce à cette chanson. C'est breton ça? Oui, tout est en breton dans cette chanson. Ouais. Et alors ce titre s'intitule Foulaine, ça signifie étincelle mais aussi jeune fille en breton. Vous l'entendez, c'est un mélange de musique électro et de chant traditionnel breton. Je ne sais pas si vous y connaissez en chant traditionnel breton, Philippe. À partir de 3h du matin. Et cette chanson raconte l'histoire d'une jeune fille qui préfère aller danser autour d'un feu de joie plutôt que de penser à se marier. Voilà, alors je rappelle que la cérémonie de l'Eurovision aura lieu à Turin le 14 mai prochain. Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain Héloïse. À demain. Pour un nouveau journal des médias.